Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo où on regarde, on analyse et très souvent, soyons francs, on souffre devant des films qui sont pourtant censés nous faire marrer. Aujourd'hui, on va disséquer l'un dans l'autre un film de Bruno Chiche avec Louise Bourgoin, Stéphane de Groot, Pierre-François Martin Laval et Horatica. Mais l'un dans l'autre, je ne sais pas comment les appeler, les fans de l'un dans l'autre à cette table sont Amandine Schmitt, bonjour. Coucou. Et Max Besnard. Salut. C'est la dernière fois qu'on se voit comme ça, Pierre. Ça me dérange pas de me taper une femme mariée, tu sais. Si t'étais à ma place, tu comprendrais que j'ai pas le choix. Ah oui, mais je suis pas à ta place. Pénélope, réveille-toi, il est 15h. Ta tête, c'est ma tête. Et c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Bon, on fait quoi là? On va où? Bah toi, tu vas chez moi. Qu'est-ce que tu cherches? Une planche à découper? Ça fait 9 ans qu'on vit ici, Pierre. 9 ans déjà, t'imagines? Ça file, hein. Et toi alors? Bah moi, je vais chez toi. Ça va mon cœur? N'y pense même pas, j'ai une haleine de chacal. Je rigole presque en repensant à ce trailer, alors qu'en fait, quand on avait fait la grande émission où on a passé en revue toutes les comédies qui vont sortir, celui-là, on n'a pas misé un copec dessus, parce que ce trailer nous faisait un peu penser à la parodie du Palmacho, où le mec se réveille et il se retrouve, il a plus de pénis et il a une chatte à la place, et ça s'appelait Pas de chatte, et voilà, c'était ça le gag. C'était pour montrer la vulgarité de ces comédies qui sont basées uniquement sur la situation et sur un pitch de base, un pitch très simple. Là, c'est un gender swap. Ils échangent leur place entre Louise Bourgoin et Stéphane de Groot, et on pensait que ça allait être nul, et finalement, on est un peu surpris. Amandine? Ouais, je confirme. En fait, c'est un des rares films dans l'année où j'ai eu honte, mais pas pour le film, mais pour moi, parce que j'ai rigolé. Et au début, je voulais vraiment pas rigoler. Mais j'étais un peu gênée. Je me dis, oh là là, mais c'est un peu lourd quand même. Et en fait, j'ai rigolé de bon cœur parce qu'il y a plein de gags assez drôles. Et donc, l'autre body swap qu'on a eu dans l'année, c'est Si j'étais un homme avec Audrey Dana. Je l'ai pas mentionné, mais voilà. Sinistre mémoire. De sinistre mémoire, où Audrey Dana se réveillait avec un pénis. Et là, en fait, c'est une espèce de version moins raciste, moins sexiste, moins homophobe de Si j'étais un homme. Donc, c'est appréciable. Je crois que c'est une vraie victoire déjà, Max. Effectivement. Écoute, moi j'y suis allé sans... Mais alors, c'est ça le problème, juste pour rebondir sur ce que tu disais, le problème c'est comme dans les taxis, c'est-à-dire quand le jour où c'est devenu moins raciste et moins sexiste et moins con, c'était moins bien. Là, effectivement, le film devient meilleur que... Enfin, on rigole plus, on n'est pas atterré par ce qui se passe. Bah ouais, complètement. Moi, j'y suis allé sans avoir lu quoi que ce soit, ni vu quoi que ce soit sur ce film. Donc, j'ai découvert l'histoire du gender swap dont vous parlez. On t'a piégé. Pendant la séance. Et non, je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est là, je me suis dit, mais c'est pour ça que ça s'appelle l'un dans l'autre. C'est trop drôle. Et j'avoue que la première vingtaine de minutes, j'ai trouvé ça assez lourdingue. Ça me faisait pas rire. J'étais même, oui, effectivement. Alors, je reprends les termes d'Amandine, mais j'étais gêné. Jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir un petit sourire en coin, puis un petit rire nerveux. Et petit à petit, je me suis tapé des fous rires, des barres de rire à la fin. J'ai trouvé ça super bien. Vraiment. Donc ouais, c'est vraiment, on a été pris par surprise. Je sais pas pourquoi, parce que franchement, c'est peut-être aussi leur trailer qui monte comme des. Ah mais trailer totalement mensonger, hein. Parce que c'est pas du tout ça le film. Comme nul. Ouais. On a l'impression que c'est un film qu'on a vu 10 fois, et bon, en le voyant, c'est pas super original, mais en fait, c'est pas tellement l'histoire qui compte, mais c'est plutôt l'espèce de burlesque qui se passe où en échangeant leur corps, ils vont échanger leur corps et leur gestuelle. Et ça, je trouve ça vraiment réussi, la manière dont Stéphane de Groot tient son attaché-caisse comme un sac à main, ou Louise Bourgoin, donc qui devient un homme, elle tient son sac à main comme un espèce de sac de farine, donc elle sait pas quoi faire. C'est assez marrant. Elle ferme jamais les cuisses. Ouais, elle s'assoit avec les cuisses ouvertes. Il y a vraiment un vrai travail d'acting. C'est ça qui me surprend. Stéphane Groot, qui la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le Claude Lelouch, aussi de sinistre mémoire de cette année. Du coup, c'est des acteurs qu'on n'attendait pas à tel niveau. Louise Bourgoin.
elle s'impose un peu comme une éventuelle, comme une vraie proposition qui ne soit pas Virginie Efira dans ce genre de rôle, quoi. Bah ouais, s'en sort très bien. Moi, j'étais j'étais même complètement surpris par la performance des deux acteurs principaux. Effectivement, Bourgoin, tu t'attends pas nécessairement à ce que ce soit une grande performeuse, et puis elle joue très bien, elle prend les mimiques. Alors je me suis posé la question pendant le film, est-ce que ils avaient passé du temps l'un et l'autre, donc Bourgoin et De Groot, ils avaient passé du temps ensemble pour essayer de choper les mimiques l'un de l'autre, mais en tout cas ça fonctionne très bien, et tu te poses pas vraiment la question, l'idée de Louis Bourgoin naît et devient Stéphane De Groot et vice versa, tu te poses pas vraiment cette question au bout de quelques minutes après l'échange des deux corps. Tu te dis non, mais en fait c'est logique, évidemment, elle est devenue Pierre, il est devenu Pénélope, c'est logique et ça fonctionne très bien, vraiment, c'est épatant. Cette espèce d'échange qui est peut-être la scène la plus choquante du film, puisque c'est un peu de scène de nudité de Stéphane. Filmé comme la pub pour une maison du café, là, c'est atroce. C'est le moment gênant. C'est horrible, on n'a pas envie de voir ça. Ça me rassure. J'avais peur d'être le seul à penser ça, mais c'est très gênant. Crois-moi, c'est beaucoup plus de Stéphane De Groot nu que j'aurais jamais voulu dans ma vie. Et oui. Louise Bourgoin qui de fait est pas du tout avare de son corps puisqu'elle le joue comme un homme. Oui, effectivement, la première scène, je sais pas, bon, on va peut-être la spoiler. La première scène où elle sort de la péniche sur laquelle elle est avec Stéphane De Groot, et donc elle sort topless pour répondre à un mec qui est en train de taper à la porte, qui est en fait un pote de Stéphane De Groot avant qu'il change de corps. Elle se pointe devant lui en mode je suis un garçon. Et le mec bloque complètement, ça fait une scène absolument absurde qui fonctionne très bien, et à partir de là elle est complètement partie. Moi, il y avait un vrai souci avec en tout cas la proposition du film, je pense au trailer, c'était que on se disait oh là là, ça va être le mec qui va découvrir ce que c'est que les règles, et elle va découvrir ce que c'est qu'être un chef d'entreprise, et on sent pas trop ce sexisme parce qu'il y a un moment, un vrai retournement dans celui qui a l'avantage dans la situation. T'as pas trouvé, Amandine? Alors pour les règles, j'avais très peur effectivement puisque c'est dans la bande-annonce, mais en fait c'est assez bien traité puisque Stéphane De Groot a peur du sang en fait, donc évidemment la seule chose qui nous est montrée c'est qu'il s'évanouit complètement dans les toilettes quand il découvre ça, et c'est plutôt une bonne pirouette pour en parler. Maintenant, je pense qu'il y a quand même quelques écueils dans ce film et qu'il est pas, dans le sens où c'est pas non plus le film le plus progressiste du monde, puisque par exemple on voit beaucoup Stéphane De Groot dans sa carrière de patron d'usine, et elle, on va plutôt voir la manière dont elle gère la maternité, et ça je pense que c'est dommage, parce que d'autant qu'au début on nous dit qu'elle est adjointe au maire ou quelque chose comme ça, qu'elle est peut-être meilleure que le maire, et je comprends pas pourquoi ils ont pas poursuivi sur ce côté-là. On la voit pas trop sur son lieu de travail. Non, c'est dommage. Non. Après, il y a des choses assez intéressantes sur le fait que le personnage de Pénélope, par exemple, ne peut pas avoir d'enfant dans le film. En tout cas, bref. Elle ne peut pas avoir d'enfant. On va s'arrêter là. Elle est en étape d'adoption avec son mari, qui est joué par C'est-à-dire que ça soulève des vraies questions sur la féminité. Qu'est-ce que c'est que la féminité? Qu'est-ce que c'est la condition de femme, etc. Et là encore, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal. Arrête-moi si j'écoute attentivement. Si je dis des bêtises, mais ils évitent de tomber systématiquement dans le cliché. La femme est fragile, le garçon est lourdingue, et ils arrivent au bout d'un moment chacun à comprendre ce que ressent l'autre, et c'est fait avec quand même pas mal de subtilité, je trouve. Ouais, d'autant qu'ils ont donné un rôle assez doux à Pierre-François Martin Laval, donc ça contrebalance aussi, puisque dans le film c'est plutôt lui qui, du coup, comme il se retrouve évidemment avec son pote dans le corps de sa femme sans le savoir, du coup c'est un peu lui qui prend les devants pour cette adoption, et ça fait quelqu'un de très doux. Et on va s'écouter un petit extrait. Allez, maintenant, faut que tu fonces bosser. Tu joues au patron. T'as vu l'heure qu'il est? Tout le monde t'attend depuis 45 minutes. Je sais pas si je serais assez bonne pour tenir ton rôle, Pierre. Commence déjà par ne plus parler de toi au féminin, Pénélope. D'accord. C'est fatigant d'être toi, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mes règles. J'ai eu la peur de ma vie, moi. Est-ce que vous m'entendez, mademoiselle? J'ai une gueule de mademoiselle, moi. Pardon, madame. Oui, non, pas madame. Si, madame Pénélope. Eric. Oui, mon chéri. Oui, bisous. T'appelles Eric, mon chéri? Ben, t'appelles bien Pénélope, ma chérie. Bon, alors, il est où ton bureau, là? À droite. Pardon, oula. Excuse-moi. Parce que le collier, ça va pas? Si, ça va, c'est très bien. Ça va bien se passer. Et tu vas où? Tu vas au bureau? En ce cas, essaye par là. Oui. Bisous.
garagiste. Ça suffit maintenant. Je viens de m'excuser. Alors tu arrêtes de me briser les ovaires, on chine le constat, tu remontes dans ta savonnette. La question des règles est assez traitée de manière assez rigolote, puisqu'en fait, tout a été. Le début, en fait, les 10 premières minutes, c'est vraiment des expositions de situations de leur personnage. C'est-à-dire, il y en a un qui il aime pas le sang. Elle est végétarienne, donc ça donne des gags quand tout d'un coup elle se retrouve dans ce corps de mec où il y a que des jambons, des jambonneaux et du bacon dans son frigo, et il joue énormément l'opposition, et je trouve que la scène des règles était assez bien menée, et la question de l'orgasme, puisque évidemment c'est ce que c'est la question que toute bonne comédie devrait se poser. Que toute l'humanité se pose, mais c'est que se passe-t-il ? Et je trouvais que c'était assez bien trouvé, en fait. Qui veut se lancer là-dessus ? Amandine, bien sûr. Oui, non, c'était très bien. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça montre en plus les deux côtés de l'orgasme. Pour le coup, du coup, je me suis demandé pourquoi dans Si j'étais un homme, c'était pas un truc d'échange de corps et que c'était juste une nana qui se retrouve avec une bite, alors que ça aurait été vachement plus intéressant de voir l'autre côté. Et là, au moins, on l'a. Donc, et puis c'est plutôt marrant la scène de masturbation. Donc de Stéphane de Groot qui découvre ça et ça marche plutôt bien. Ce qui est marrant, c'est qu'il se fait surprendre du coup, donc c'est pas obscène, c'est rigolo. Ce qui amène sur une situation très gênante après. Ouais. Oui, les situations sont gênantes. Horatica est assez époustouflante comme d'habitude. Non, elle fait le taf. Elle est super. Ouais. Et non, vraiment, il y a beaucoup plus de satisfaction que de raison de s'interloquer, enfin encore une fois, parce que finalement c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on aurait pu en attendre, et c'est joué avec quand même beaucoup de justesse, faut être honnête. Même je pensais pas le dire un jour, mais même par Pierre-François Martin Laval. Arrête, Pierre. Non, mais il est parfait. Non. Non, pas dans ce film, il est pas parfait. C'est une phrase que personne n'a jamais prononcée. Eh ben moi je la prononce, Daniel. Non, j'aime beaucoup Pef. Non, c'est pas possible. Non, mais il s'en sort bien. Il s'en sort bien parce qu'il est tout doux. T'as l'impression que c'est un bisounours, quoi. La scène où enfin plutôt l'après-scène où sa compagne, donc Pénélope, qui est en fait son amie dans le corps de sa compagne, a détruit complètement le rêve qu'il avait avec son couple. Je trouve que la scène qui vient après, elle est quand même très touchante, et je trouve qu'il s'en sort très bien encore une fois. Donc voilà, moi je veux bien lui jeter quelques fleurs quand même, parce que c'est un film qui méritant. S'axe pas vraiment sur les enfants, c'est ça qui est assez rigolo. Les enfants sont écartés complètement du dispositif. C'est très agréable. Il y a quand ça se passe comme ça. Il y a que les adultes qui comptent dans cette histoire. Après, je trouve que la fin est un peu expédiée. Du coup, il retombe sur ses pattes pour finir l'histoire, et en fait, c'est une fin de sitcom. Ouais, c'est une fin de sitcom. Donc, alors cela dit, alors la toute fin est très décevante. Je vais pas en parler ici, je laisse chacun seul juge de ça. Mais je trouve que la dernière grande scène, on va dire, du film, elle fonctionne en ce qui me concerne très bien. J'étais surpris que ça termine comme ça. Je m'attendais à l'espèce de twist final. Voilà, avant la vraie fin. Et je m'attendais pas à ce relâchement d'un seul coup. Et je me suis dit, tu pensais que ça allait faire le happy end, quoi. Voilà, ils sont quand même, ils sont costauds d'être allés jusque là et de se dire, en fait non, on va pas aller dans la porte qui est déjà ouverte. On va tenter autre chose. C'est pas complètement un happy end. Voilà. Et j'étais vraiment surpris et très très bien surpris, en tout cas agréablement surpris de voir cette tournure. Alors, la question est, évidemment, combien vous allez mettre combien vous metteriez, alors, bilan? Moi, je pense un tarif de ticket ciné de CE, quelque chose comme 5 €. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, donc 5,76 €, je crois. C'est bien ça. CE, mais pour moi, c'est de la science-fiction. Ouais. CE, les entreprises, ça existe. J'ai mes entrées. Donc, toi aussi, vous mettez le même prix, 5,76 5,76, je crois, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai mis, et j'étais vraiment pas déçu d'avoir mis ça, et je me suis dit, chouette, j'ai tellement envie d'avoir un CE pour aller voir du ciné à 5,76. Ça donne envie. Ouais, moi 5 €, c'est très bien. Ouais. Et il y a en fait le bonus de cette comédie, en fait, c'est que tu as l'impression que c'est une sitcom, en fait, tu as l'impression que c'est vraiment une comédie de situation. C'est une rom-com, en fait. Ouais, c'est une rom-com. Mais tu t'en rends pas compte tout de suite, dans le sens où tu finis par tomber, même si t'aimes pas Stéphane de Groot, et
honnêtement, c'est pas, enfin, quand tu le vois, c'est pas Romain Duris, quoi, tu vois, physiquement. Tu commences à avoir des sentiments pour lui, tu commences à le comprendre, tu commences à avoir un penchant pour lui. Louise Bourgoin, évidemment aussi, parce qu'elle est assez craquante dans son rôle, et en fait, tu finis par les aimer comme tu aimerais les protagonistes d'une rom-com. Ouais, bah en fait, c'est un genre de pas de côté par rapport à la rom-com, avec ce genre du body swap qui lui est quand même assez courant. Et je sais pas s'il a déjà été appliqué au genre de la comédie romantique, mais ça fonctionne vachement bien. Enfin, ça fonctionne vachement bien parce que c'est quand même des maîtresses et amants. Ça, on l'a pas souligné, mais j'aime bien parce que c'est le côté très français, très vaudeville. On ose mettre en avant les amants. Oui, c'est un amant qui donne rendez-vous à à son amante sur une péniche à Paris, quoi. Je veux dire. Je sais pas où, mais qui a un appart déjà genre en proche banlieue, vraiment il a une maison, hein, et en plus une péniche à Paris. Bon, je veux bien qu'il soit chef d'entreprise, mais putain, mais c'est pour ça que les 15-20 premières minutes du film sont particulièrement lourdingues. Ah bah oui, heureusement après ça s'ouvre. Ça c'est le classique de la comédie, c'est que il y a un rapport à l'argent complètement distant. Enfin, je veux dire, c'est la France d'aujourd'hui. Pas vraiment, non. Et alors on va passer à votre co. Alors Max, je te sens chaud déjà. Alors j'avais envie de parler d'une sitcom. Alors je crois que c'était produit par la RTBF au milieu des années 2000, dans laquelle jouait Stéphane de Groot. Je ne me rappelle pas du tout du nom de ce truc-là, mais c'était juste pour dire que j'avais fait de la figuration dedans. Oh merde! Voilà, t'es allé en Belgique? J'ai vécu un an à Bruxelles et j'avais fait de la figuration, et c'est là que j'ai découvert Stéphane de Groot. Ce jour-là, il est très sympa. Bref, c'était pas ça ma. S'il écoute ce podcast, il va être content. Hein. Peut-être. C'est pas ça. Sauf qu'il sait que c'est pas notre kiff physiquement. Donc non, c'était pas Marocco. Marocco, c'est un film qui s'appelle Les Dissociés. Alors c'est. T'as fait de la figuration dedans? Non, j'ai pas fait de la figuration dedans. C'est sorti, si je dis pas de bêtises, il y a 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. C'est un film qui a été écrit et réalisé par Raphaël Descraques de Suricat, collectif Suricat, avec tous ses potes, Jules Fou et compagnie. Il y a il y a tout le YouTube Game en gros français dedans. C'est un film qui parle de personnes qui se retrouvent un jour dans le corps d'autres personnes. C'est exactement le même principe que l'un dans l'autre. Sauf que ça a été fait sur YouTube avec des moyens complètement différents. Je vous invite à aller le regarder parce que d'une part, c'est gratuit. D'autre part, Raph Descraques a un talent extraordinaire. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. Le film a des moments assez fulgurants. C'est pas forcément la plus belle réalisation du monde que vous allez voir, mais je trouve que c'est un exercice de style qui est assez bluffant vu les conditions, vu les moyens, sachant que voilà, c'était un film qui était destiné à YouTube, qui est assumé pleinement et qui prend exactement le même pitch que l'un dans l'autre. Donc c'est intéressant de les comparer, je pense. Répète une dernière fois Les Dissociés. C'est pour éviter aux gens de faire retour rapide sur le podcast. Et toi, Amandine? Moi, je voulais recommander un épisode de Buffy. Le fameux épisode de la saison 4, il me semble, dans lequel Buffy échange son corps avec Faith, l'autre tueuse de vampires. Mais oui, sa rivale. Voilà, excellent épisode. Oui. Beaucoup de fantasmes adolescents. Mais non, voyons. Non, et puis du coup, Faith, à travers le corps de Buffy, découvre ce que ça fait d'être aimé, et puis va aussi un petit peu embêter ses copains, découvre que Willow est lesbienne avant tout le monde, chauffe un peu Spike, et tout ça va avoir des répercussions sur toute la saison. Amandine. Ça a quoi, 15 ans quand même. La série a 20 piges quand même. Ouais. Et moi, je vais rester aussi dans la même thématique, puisque je vais recommander Ranma 1,5. Ah, mais oui, évidemment. Qui est mon dessin animé coup de cœur. Quand les gens me disent qu'est-ce qu'on peut avoir comme bonne comédie au Japon, en général, je dis Ranma 1,5. Ouais, complètement. Ouais. C'est à la fois un manga et une série animée de plus de 140 épisodes, mais bon, vous trouvez facilement les épisodes en DVD. L'histoire d'un garçon qui change de sexe quand il est au contact avec l'eau froide. Donc dès qu'il pleut, il se transforme en fille. Dès qu'il se fait renverser, dès que son père lui renverse de l'eau, hop, ça y est, il devient une fille, et il redevient un garçon dès qu'on lui met de l'eau chaude sur la gueule. C'est hilarant, et ça. Ce qui est intéressant, c'est que, en même temps, c'est les beaux dessins de Rumiko Takahashi. Donc, on s'attache à ces personnages pour ça, mais ça élude complètement l'aspect sexuel de l'histoire. Il n'y a pas du tout de ah là là, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant que j'ai changé de sexe, je vais aller baiser ailleurs. Non, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans le film, dans l'un dans l'autre. Hein. C'est tout d'un coup, Stéphane de Groot dans son corps, il se dit, ouais, je suis bonasse, tu vois. C'est clairement ce qui se passe. Dans Ranma 1,5, c'est pas du tout ça. C'est vraiment la
pure comédie de situation à la japonaise. J'ai jamais autant rigolé devant un dessin animé de ma vie que devant cette série. Donc voilà, Ranma 1/2, c'est un classique de chez classique. C'est vraiment. Puis en plus, il y a quelqu'un qui se change en cochon, non? Il y a, mais il y a Ryoga qui se change en cochon, il y a celui qui se change en canard, enfin, Panda. il y a son père qui se change en panda. Enfin, au bout d'un moment, ils ont tous une malédiction. Et son père est hilarant parce que son père, il a vendu son fils pour 15 000 fois à des personnes différentes à chaque fois parce qu'il avait la dalle. Et il dit ah ouais, c'est vrai, je t'ai vendu mon fils parce que ouais, je voulais une crêpe. Enfin, tu vois, son père est dégueulasse et il se bat toujours avec son père. Son père, tu vois un panda qui fait du kung-fu avant Kung Fu Panda. Non, vraiment. Quel précurseur. Très bonne série, Ranma 1/2, un classique inusable. Merci à l'ubersexuel Jules à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes les applis dédiées et sur les podcasts SoundCloud et compagnie. Vous connaissez la suite. Merci de vous abonner, ça c'est très important, et de laisser des commentaires, c'est encore plus important parce que ça aide au référencement. Et on me l'a prouvé avec des graphiques super compliqués, donc c'est vrai, ça marche. Donc allez dire du bien de MDR et vous abonner et me laisser des petites étoiles. La semaine prochaine, une nouvelle comédie. Je sais pas si elle sera aussi bien que celle de cette semaine. Alors on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Tous les vendredis à 17h, Séance Radio présente Super 16. Ça y est, enfin, c'était l'Arlésienne depuis quelques années maintenant, mais James Cameron a enfin lancé le tournage des suites d'Avatar. Moi, déjà, il faut commencer par dire que je trouve que Night Shyamalan, c'est un bon réalisateur. 16 minutes pour tout savoir sur l'actu ciné de la semaine. Le scandale de tous les scandales vient d'exploser à la face d'Hollywood. Super 16, c'est aussi quoi voir ce week-end. Et toi alors, Alexis, t'as été au premier contact de Blade Runner. Exactement, bah ça c'est le cas de le dire, c'est un gros coup de cœur. Découvrez chaque vendredi le coup de cœur ciné d'Antoine et Alexis. Ah bah moi j'ai vraiment eu un coup de cœur, un beau soleil intérieur de Claire Denis avec Juliette Binoche. Super 16 sur Séance Radio, votre rendez-vous ciné du vendredi après-midi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau Super 16.